Bienvenue à tous dans Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Papillon Volé, c'est un regard neuf, une autre écoute qui s'inscrivent dans une démarche citoyenne pour incarner une nouvelle approche de la différence. Les personnes en situation de handicap, c'est vous, c'est nous, c'est moi et ça peut être toi. Partageons donc cette réalité, le vécu, les expériences des uns et des autres, dont la vie parfois cassée, souvent abîmée, n'en est pour autant pas moins précieuse et essentielle. À cœur ouvert, entrons sans préjugés dans cet univers et souhaitons qu'aux côtés de ceux qui s'engagent pour les personnes handicapées, notre prise de conscience soit collective et porteuse. Mais tout de suite, le sommaire. Au sommaire de ce numéro, des acteurs impliqués pour le mieux-être des handicapés moteurs. Bienvenue à la CAMA. Valérie Plaisir, entre ambition et sourire, une jeune femme bien dans sa vie rencontre. Quand l'art s'empare de l'écrit, c'est la poésie de Maggie Kistin qui fleurit, séquence émotion. Confidence intime d'un homme fort et sensible à la fois, Étienne Molia en toute liberté. Au cœur du monde des sourds, plein feu sur l'EFETA, établissement pionnier de la prise en charge de la surdité en Guadeloupe. Papillon volé, bon mag. Alors, l'association CAMA, c'est une association de 1901 qui a été créée par des personnes en situation de handicap. C'est important puisque ça aura fixé, je pense, dès le départ, le cadre de ces actions et la philosophie ainsi que ce qui est aujourd'hui le projet de cette association CAMA. Elle gère aujourd'hui près de 160 salariés et 4 établissements avec des marges de progrès sur l'avenir et sur l'ouverture de nouvelles structures pour toujours être en prise avec les problématiques des usagers, le problème des parents, le problème des membres de l'association. Donc la maison d'accueil spécialisée est un établissement qui accueille, qui héberge et qui prend soin des personnes en situation de handicap, des personnes lourdement handicapées. Elle a pour vocation l'épanouissement de la personne handicapée, lui offrir autour d'un projet d'établissement un espace de vie aussi bien qu'à la maison, voire mieux qu'à la maison. Donc nous devons en même temps favoriser l'insertion, favoriser l'accueil, favoriser l'épanouissement, en fait, la vie vraie, la vie réelle des personnes. Mais nous avons aussi tout ce qui est sport avec notre équipe d'handisport de basket en fauteuil roulant qui font des programmations 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, de 17h à 19h au gymnase de Chanzy. Et finalement, pour nos adhérents, nous avons mis en place un service de bus de transport adapté qui consiste en fait à les transporter où ils veulent, sur le nord Grande Terre jusqu'à Petit-Bourg. Tout type de service sauf le médical. Donc on peut aller au cinéma, on peut aller au resto, aller un peu partout. Il suffit de nous appeler et puis c'est parti. L'entreprise adaptée L'Accessible est une structure qui accueille 29 salariés, dont 23 sont reconnus travailleurs handicapés. Actuellement, nous avons 2 domaines d'activité, la restauration. Nous faisons donc la restauration collective et également nous avons un service traiteur. Nous avons aussi une autre activité qui sont les travaux de buanderie. Les entreprises adaptées, il faut savoir, ce sont des entreprises qui permettent vraiment de recevoir, d'accueillir des personnes en situation de handicap, de leur permettre de travailler comme vous et moi, comme tout le monde. Et donc effectivement, malheureusement, ce sont des structures, de petites structures. Chez nous, nous en avons 23. Les autres entreprises adaptées en ont guère plus. Donc c'est vrai que ça leur permet de pouvoir vivre correctement et de pouvoir s'insérer réellement dans la vie économique de la Guadeloupe. Beaucoup de création d'emplois autour de cet nouvel établissement, puisque nous allons accueillir 44 personnes, 44 salariés, composés d'une équipe bien sûr administrative, mais aussi socio-professionnelle, enfin pluridisciplinaire, pardon, tels que les aides-soignants, des infirmiers, le médecin, les AMP, des aides médico-psychologiques, mais aussi des éducateurs spécialisés. Nous partageons le même site que la maison d'accueil spécialisée Étienne Molia. Ça fait 5 ans que la communication se passe très très bien. Les travailleurs reçoivent chaque midi et chaque soir les résidents. Ils se connaissent maintenant par cœur, on connaît leurs habitudes alimentaires puisqu'on s'occupe effectivement de leur menu, donc on suit également leur régime et ça se passe vraiment très très bien.
Nous avons pas mal de choses en programmation, notamment le projet Handiplage qui a été mis en place dans le cadre de CUX 2009 et accompagné de la ville du Gosier, qui consiste en fait à rendre la plage de la Dacha et ainsi que l'Anse-Tabarin accessible aux personnes en situation de handicap. Continuer de se construire pour exister, pour résister dans l'adversité, dans la difficulté et dans l'environnement législatif toujours plus exigeant, toujours plus difficile par rapport à ce qu'on demande à une association loi de 1901 aujourd'hui. Je m'appelle Plaisir Valérie, j'ai 29 ans, je suis porteuse d'un handicap dû à une malformation congénitale des membres inférieurs. Actuellement, je suis en 2e année de formation professionnelle à l'Institut IFACOM. Cette formation, c'est le BTS, Services et prestations des secteurs sanitaires et social, qui a débuté depuis le mois de mai 2006 sur le territoire métropole et en 2007 en Guadeloupe. Alors, l'objectif de cette formation, c'est de préparer un diplôme qui me permettra soit d'être conseillère en action sociale auprès d'organismes de la protection sociale tels que la CGSS, la CAF ou les mutuelles, ou coordinatrice d'activités sociales auprès d'associations ou responsables de secteur vers les personnes âgées. Alors ici, il s'agit de mon 2e stage qui est obligatoire, qui a été au niveau de la protection sociale, c'est-à-dire la Caisse générale de la sécurité sociale, dans l'une de ses branches qui est la direction des prestations de l'assurance maladie, à Deux-Témar. Alors, j'ai reçu un accueil chaleureux, particulièrement de la part de M. Patrick Diva, le sous-directeur de la DEPAM, Mme Grava, qui est ma tutrice responsable du service unité logistique, service logistique, et aussi de Mme Bokmouiza, et aussi par rapport au personnel en général de la sécurité sociale. Ça a été très intéressant, une parfaite intégration. Ma mission précise, c'est de mettre en place un projet qui concerne la réorganisation de la fonction courrier à la CGSS. À partir de là, j'ai utilisé les outils d'investigation tels qu'un questionnaire et l'observation pour permettre de savoir est-ce qu'une réorganisation peut être faite, quels sont ses enjeux et quelles sont les limites et les solutions qu'on peut apporter à cette réorganisation. C'est une mission qui me convient parfaitement parce que ça rentre dans la théorie qui nous a été apportée par nos différents formateurs. Et ça va aussi dans une démarche de projet par rapport au BTS, à sa spécificité, qui est aussi de mettre en place des projets. Mon projet professionnel personnel, c'est tout d'abord d'obtenir mon BTS et ensuite de me rendre sur le marché du travail. Et si au bout d'une année, ça ne se passe pas comme je le souhaite, j'irai faire une licence management des organisations sanitaires et sociales en métropole. Dans la vie quotidienne, je suis une femme dynamique, curieuse de nature, mais une curiosité saine, bien sûr, pas de macrélage comme on dit chez nous. J'aime la musique, j'aime aller au cinéma. Le dernier film que j'ai vu, c'est Avatar. Voilà, c'était un très beau film. J'aime sortir avec mes amis, aller en boîte, faire les activités d'une femme normale de tous les jours. Je suis bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien dans ma féminité en tant que femme. Parce que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas être femme à part entière. Mon ami, te choisir comme ami n'est pas chose facile. Certains diront même très difficile, voire déprimant. Plus d'un t'a accepté quand le choix ne leur était plus donné. Tu es un ami quasi fidèle pourtant, malgré tes faiblesses, car toi aussi tu en as. Sans toi, il est si difficile de vivre comme le commun des mortels. Tu nous aides et nous accompagnes à chaque instant. Un pas sans toi et nous devenons prisonniers de nous-mêmes. Avec toi à nos côtés, le regard de l'autre change. Certains sont pleins de pitié, un autre rempli de compassion. Et malheureusement, d'autres ont si peur de toi, pensant que tu es quelqu'un de contagieux. Loin de toi et de moi, ils préfèrent être en ta compagnie. Nous ne laissons jamais l'autre indifférent. Mais tant pis. Je sais combien tu nous es précieux et combien ta présence nous réconforte et nous permet d'affronter cette vie qui sans toi ne serait qu'une vie de recluse. Oh oui, mon ami, je suis fière de t'avoir à mes côtés. Toi, mon fauteuil roulant, merci.
Sur la route de la réussite, tout est permis. À suivre, une leçon de vie venue d'un homme bien debout dans sa tête et au demeurant paraplégique. Un face-à-face spontané avec un gros mordant, c'est maintenant. Écoutez, Papillon Capali. Étienne Molia, vous êtes un acteur social fort de la société guadeloupéenne. Comment est survenu le handicap dans votre vie? Il faut dire que j'ai eu une chute à l'âge de 12 ans. Je revenais de l'école. C'est qui m'a laissé en paralysie des jambes. À ce très jeune âge et à l'époque, comment avez-vous surmonté ce coup du sort? Il faut se dire que 12 ans, être handicapé, je me suis mis dans la tête qu'au départ, j'allais sans doute marcher. Donc j'espérais avec la médecine, avec les progressions de la médecine, que ça allait plus se faire. Donc c'était un moment où il y avait une attente. Mais une période après, il fallait surmonter tout ça. J'ai mis de côté l'esprit de vouloir chercher à marcher pour me mettre dans la tête que l'handicap n'est pas du tout une malédiction. Il faudrait d'abord essayer de vivre. Et c'est là que je me suis mis à me battre. Qu'avez-vous perdu en n'étant plus debout? Au départ, j'avais pensé tout. Mais lorsqu'on regarde la vie et ce qu'il y a dedans, je crois que je n'ai rien perdu parce que rien n'est plus belle que la vie. C'est là, c'est savoir l'apprécier et je respire et je vis. C'est important de vivre. Et quand on vit, on apprécie qu'on a la chance que j'ai d'être encore aimé et de partager cet amour avec les autres. Rien n'est plus important dans ma conception de l'adaptation à la vie. Vous engagez pour les personnes en situation de handicap. Ce fut une évidence pour vous? Le départ n'était pas ça. J'étais plutôt commerçant et vagabond. Mais quand on fait un pas en arrière, on reconnaît qu'il y a dans la réalité de la vie des êtres humains. Et c'est là que j'ai été sensibilisé. Les êtres humains qui ont besoin de la connaissance, de la compétence des autres. Et en m'engageant, j'ai voulu apporter des solutions aux difficultés des autres. Savez-vous qu'il y a plein de gens qui ont comme handicap ne pas pouvoir s'adresser aux autres. Et c'est là qu'il faut chercher une solution. Si on les aime, il faut les aider. Et si on les aide, c'est pouvoir bénéficier du partage de ce sentiment avec eux. L'union fait la force. Ce serait une bonne devise pour votre action au sein de la CAMA? S'il faut parler de la CAMA est d'abord l'esprit et la volonté des personnes en situation de handicap. Je rappelle que le conseil d'administration de la CAMA est surtout 8 personnes en fauteuil roulant. D'un conseil d'administration de 10 personnes, c'est 8 en fauteuil roulant. Ça veut dire que nous avons un objectif et notre force, c'est d'être ensemble, de pouvoir demander, avancer ensemble, avancer en fauteuil roulant, avancer avec des cannes béquilles. Même l'aveugle nous suit puisque nous sommes des paraplégiques. Quels sont vos nouveaux projets? La CAMA a plein de projets. Vous savez qu'une personne âgée en situation de handicap n'a rien réellement de préparé pour lui. Trouver une solution dans la vie de ces personnes âgées. Trouver une solution pour Étienne Molia. J'ai quand même un certain âge. Je vais leur dire 66 ans. J'aurais pu penser à être retraité, à être en endroit tranquille et où des gens intéressants s'occupent de moi, n'ayant pas suffisamment de rémunération pour payer. La CAMA va aider dans son objectif des parents âgés à être en endroit tranquille et à trouver des demoiselles de compagnie. L'amour est-il votre partenaire au quotidien? En fait, qui êtes-vous côté cœur? Un homme sensible, un homme aimé, mais qui savent aussi aimer. Et comme je le dis, je viens de le dire, je crois que les réalités de la vie, la première des choses, c'est la liberté. Mais quand on va vers la liberté, il y a une priorité, c'est l'amour. Pourriez-vous nous révéler une confidence secrète que vous auriez faite à votre fauteuil? Mon fauteuil, laisse-moi le plaisir d'aimer de toutes mes forces et de partager le grand sentiment qu'il y a en moi, tant que je peux rouler avec. Merci, Monsieur Molia. Alors, EFETA aujourd'hui est composé de 3 établissements. Un établissement pour déficients auditifs, que nous connaissons, qui fonctionne depuis 24 ans, un institut médico-éducatif pour enfants déficients intellectuels et un service d'adaptation et d'insertion sociale
qui se destinent à la prise en charge ou à l'accompagnement de jeunes adultes pour leur insertion sociale et professionnelle. L'état d'esprit, je veux dire, à l'origine déjà de la création de cette institution, il faut dire, c'est vrai que c'est une association religieuse qui, depuis 24 ans, a créé le Centre EFETA pour la prise en charge d'enfants déficients auditifs. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment dans un esprit de solidarité, un esprit de tolérance et d'acceptation de l'autre dans sa différence, qui a permis déjà de faire germer la création d'un établissement pour déficients auditifs. Et la réponse, c'était de toute façon d'éviter ce déracinement des enfants qui étaient atteints de handicap, et particulièrement la surdité, parce qu'il n'y avait aucune structure qui prenait en charge la surdité. À la maternité, pour dépister, nous avons à notre disposition depuis quelques années un appareil qui envoie des stimulations à l'enfant. Ce sont des stimulations électriques. L'appareil capte les réponses de l'enfant. Quand l'appareil ne capte pas les réponses de l'enfant, il y a 50% de chances pour que l'enfant soit sourd. Et nous réalisons un contrôle 3 mois après. L'appareillage est nécessaire et efficace, même en cas de surdité profonde. Il permet de percevoir certaines simulations sonores et donc de développer la partie cérébrale auditive de l'enfant. Alors, ma mission au sein d'EFETA, c'est une mission qui est multiple, puisque je suis amené à organiser toute la prise en charge de l'enfant déficient auditif scolarisé. Alors, cette prise en charge va se faire de plusieurs manières. En fonction du bilan qu'on aura fait de cet enfant, on va essayer d'établir un projet qui sera provisoire dans un premier temps, puisqu'avec l'observation, on va certainement être amené à mettre en place quelques modifications. Mais c'est vrai que l'organisation va passer déjà dans un premier temps par rapport à la scolarisation, savoir est-ce que c'est un enfant qui a des possibilités pour suivre dans un milieu scolaire ordinaire, ou est-ce qu'il est nécessaire qu'il soit scolarisé en milieu spécialisé. Mettre en place aussi toute une rééducation par rapport à la parole et le langage, et voir pour tout ce qui tourne autour, à savoir psychomotricité, psychologique, est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement, tout ce qu'il y a à mettre en place. Alors les dispositifs spécifiques, moi je ferai une distinction entre trois types. Il y a déjà l'enfant déficient auditif, sourd profond, qui arrive, qui n'a pas de langage, qui a des difficultés pour recevoir le message oral et pour produire de l'oral, pour qui on va mettre en place un suivi spécialisé, entièrement spécialisé. Donc là, on va faire appel à la langue des signes, à la lecture labiale, puisqu'il faut quand même continuer à le maintenir dans le monde oral. Bon. Il y a aussi le cas d'enfant qui est déjà scolarisé en milieu ordinaire, qui a des possibilités de suivre, mais qui nécessite un accompagnement, voire même un soutien scolaire assez important. Et il y a le cadre d'enfant qui a la possibilité de suivre en milieu ordinaire, mais pour qui il faut mettre en place un accompagnement, alors soit des interventions en classe directement, avec des interprètes ou des interfaces de communication, voire aussi des codeurs en LPC, qui vont pouvoir l'aider pendant la classe, dans son groupe classe, et un soutien scolaire qui sera fait en dehors du temps de classe. C'est vrai que le sourd, il fonctionne sur un mode visuel. Donc il faut lui donner d'autres repères qui vont lui permettre de retrouver, à travers la lecture labiale, à travers d'autres sens tels que la kinesthésie, des repères, des éléments qui vont lui permettre de comprendre ce qui se passe autour de lui. EFETA, c'est une école, c'est aussi une école qui procède à l'intégration, mais qui fait aussi de l'enseignement avec des professeurs de sourds, titulaires du CAPEJ, c'est le certificat d'aptitude au professorat de jeunes sourds, qui se fait en cours d'emploi avec le concours de l'université de Chambéry, en Savoie. C'est un diplôme national, mais qui dépend du ministère de la Santé, qui ne dépend pas de l'Éducation nationale. L'objectif, ce n'est pas de les garder dans l'établissement, nous ne cherchons pas à faire des ghettos. L'objectif, c'est surtout de permettre à cet enfant de réintégrer son environnement, je dirais normal, c'est-à-dire être dans sa famille, aller à l'école dans son quartier et grandir avec les enfants de son quartier. La législation est venue aussi imposer cette obligation de faire participer la famille à la vie de l'établissement par une institution qui s'appelle le Conseil de la vie sociale. Notre finalité même, c'est l'insertion du jeune. C'est-à-dire que ce soit un jeune qui soit épanoui, qui puisse prendre part à la vie sociale, à la vie économique de la Guadeloupe, c'est-à-dire trouver son travail, être dans un rythme comme une personne normale, qui puisse aller travailler, qui puisse rentrer chez lui, après avoir sa femme, ses enfants, avoir une vie normale. La langue des signes, c'est vraiment le vecteur par excellence de communication du sourd, puisqu'il vit dans un monde visuel pour lui. Il n'est pas dans ce monde sonore.
La langue des signes, c'est aussi une langue qui s'adapte aux régions. Et effectivement, les sourds guadeloupéens développent des signes gestuels. Donc, je ne sais pas si on peut dire une langue des signes créole, mais il y a des gestes créoles. Donc, je vous donnais l'exemple tout à l'heure. Je ne sais pas, en français, ça se dit comme ça. Et en langue des signes, ils disent en passave. Et ils l'articulent en passave. En milieu ordinaire, c'est l'inconnu. L'enseignant qui accueille un enfant sourd pour la première fois, il ne sait pas comment faire. Donc, il y a la peur de l'inconnu qui va déjà le paralyser un petit peu. Et il y a aussi un certain nombre de conduites à avoir par rapport à ces enfants sourds. À savoir que l'enfant sourd, on va le placer devant pour qu'il puisse être en face de l'enseignant et pouvoir faire de la lecture labiale et recevoir au maximum l'intensité du monde sonore. Mais quand les élèves qui sont derrière prendront la parole, il faudra que l'enseignant pense à lui pointer qu'il y a un élève qui prend la parole, à lui reformuler ce que dit l'élève pour qu'il puisse participer à la vie de la classe. Et c'est aussi le rôle du centre EFETA d'accompagner les familles, le voisinage, pour déjà accéder à la langue des signes, connaître une connaissance de cette langue des signes, une pratique pour pouvoir communiquer avec les enfants et être beaucoup plus à l'aise pour que ces enfants soient déjà intégrés au sein de leur famille. Normalement, un enfant qui est sourd actuellement ne devrait plus rester sourd dans la mesure où il existe une technologie nouvelle qui existe depuis une dizaine d'années qui permet de brancher une petite cellule au niveau de l'oreille interne. Et cette cellule-là, c'est un amplificateur qui permet à l'enfant d'entendre. Cet amplificateur-là remplace les cellules qui sont atteintes. Il s'agit de l'implant cochléaire. La technique n'est pas encore appliquée en Guadeloupe. Elle commence en Martinique et devrait, d'ici 1 ou 2 ans, être appliquée en Guadeloupe. Prendre le temps de vivre, de respirer, oser sortir, se détendre et s'amuser. Partons ensemble pour une petite virée à la découverte des sites adaptés et offrons-nous, sans tabou, un peu de liberté. Mi Papillon d'Héros. On est à la section Mai, à Saint-François, et tout près du domaine de Mai, qui est un gîte à côté. Alors on a une capacité de 5 studios, qui est tout à fait accessible en fauteuil roulant. On peut recevoir 10 personnes, où les douches sont accessibles, les portes sont coulissantes. Le seul point que j'ai pas mis l'accent sur l'accessibilité, c'est la cuisine. Elle est tout à fait normale, mais comme je suis moi-même handicapé et je voyage, je suis toujours accompagné. Je suis toujours accompagné soit par un ami, soit par une épouse. Voilà. Alors, ce n'est pas un handicap pour nous. Et ma foi, on peut passer un séjour agréable. Moi, je suis ouvert aux handicaps déjà, parce que c'est accessible aux handicapés, mais aussi aux valides qui peuvent venir faire un petit séjour chez moi. Et on a des séjours moyens, courts, longue durée. Ça dépend des besoins. C'est tout à fait un lieu tranquille et c'est ça que les gens me disent assez souvent. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va? Au revoir. Oh, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, moyennement. Et toi, tu vas bien? Ça va, moyen. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va? Au revoir. Avancer vers l'autre, l'écouter et surtout l'entendre. Cheminer ensemble, avec vous, pour enrichir la vie de tous, valide ou invalide. C'est le parti pris de Papillon Volé. Chaque mois, nous allons vous immiscer, en toute vérité, au cœur du handicap. Alors n'hésitez pas, écrivez-nous et faites-nous vos commentaires, vos suggestions à l'adresse suivante. Tombez de rideau sur ce premier numéro, à bientôt et laissez Papillon voler.